Bonjour à tous, merci beaucoup d'être là. Merci beaucoup à toutes celles qui sont venues à tous les webinaires et qui nous ont suivis depuis le début. On a été vraiment très heureuses. Merci Corinne de m'avoir sollicité pour ce webinaire, Adélaïde d'avoir accepté de participer à cette aventure. Je sais qu'on a mis beaucoup d'heures les unes et les autres, ça n'a pas toujours été facile. Et donc voilà, donc je voulais vraiment remercier déjà toutes les personnes qui sont présentes, vous remercier encore très fort Adélaïde et Corinne. Merci à celles qui ont partagé aussi le webinaire parce qu'on a eu plus d'une centaine, enfin on est presque à 500 vues sur tous nos webinaires, donc là on est très contents. On espère que ça vous a apporté un petit peu de consolation, de soutien, que ça vous a donné des pistes d'exploration aussi pour une suite qui en fait s'avère un petit peu plus longue, je pense, que ce qu'on avait imaginé au début, parce que quand on en avait parlé la toute première fois avec Corinne, on avait parlé de un petit mois. Et puis là, ça a l'air de… Voilà. Donc, bien évidemment, n'hésitez pas à continuer à nous poser nos questions. Merci également à Merci SF et French District qui nous ont un petit peu, qui ont relayé l'information. Donc ça, vraiment, on les remercie beaucoup parce que ça nous a permis d'être plus vus. Voilà. Je voulais aussi vous dire que Adélaïde et Corinne vont faire une émission sur le couple en confinement jeudi prochain à 9h30 heure de San Francisco, midi et demi New York et 18h30 heure de Paris pour ceux qui nous verront en décalé. Et vous trouverez toute l'information sur la page Facebook de French Morning. French Morning qui est basé à New York, mais voilà, ils ont donc une page Facebook et là vous trouverez les informations sur le Zoom. Enfin, tous ces webinaires et cet exercice, ils nous ont aussi montré à nous, nous trois, moi en particulier, combien il est parfois difficile d'approcher certains thèmes et de ne pas effectivement parler de certaines choses qui peuvent heurter d'autres personnes. Donc, on voudrait aussi vous dire combien on veut faire preuve d'humilité et de compassion face à tout ce que nous traversons, et les unes pour les autres, et bien sûr rester toutes présentes pour vous toutes. Merci Sophie pour ton introduction. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est notre dernier webinaire. Donc, c'est un webinaire aussi un peu d'au revoir. J'espère qu'on a pu vous donner des pistes sur plusieurs sujets. Et le sujet d'aujourd'hui, c'est un sujet difficile, c'est un sujet peut-être plus lourd, mais c'est un sujet dont on parle tout le temps, à la télévision, partout, parce qu'il s'agit du deuil, de la mort physique, de la perte, de tout ce qu'on a eu l'habitude de faire. Et c'est un sujet très sensible parce qu'on on compte les morts, on voit les morts. C'est vraiment une façon très, très différente de ce qu'on avait toujours l'habitude de faire. Donc, on s'est dit que c'était vraiment important de s'arrêter sur ça et mettre des mots sur certaines choses, sur ce deuil un peu brouillé là pour l'instant, et mettre plus de clarté dedans. Alors, on a divisé cette rencontre ici aujourd'hui en trois deuils différents. D'abord, le premier deuil qui est le deuil d'une personne aimée ou d'une personne physique, en tout cas la mort physique. Ensuite, il y a le deuil, enfin, le deuil et la perte de toutes nos habitudes, de tout ce qu'on avait l'habitude de faire, de la perte de ce qui était normal avant, un peu de cette normalité. Et en dernier lieu, on abordera la perte plus comme la perte d'une vitalité, c'est-à-dire que ce qui fait de nous des êtres qui avançons, qui projetons des choses, c'est qu'il y a cette vitalité qui nous amène à projeter des choses gaies ou des choses moins gaies. Et donc, c'est ce qu'on voudrait appeler la perte par anticipation. Donc, tout ce qu'on a planifié, ben, il y en a beaucoup quand même qui tombent dans l'eau. Donc, je vous propose peut-être de commencer avec Adélaïde qui va nous parler de le deuil de la mort d'une personne chère, donc la mort physique auquel qu'il faut affronter avec des référents bien différents aujourd'hui. Alors, Adélaïde, je te passe la parole. Merci Corinne. Merci à toutes d'être là parmi nous ce soir. Et c'est vrai que je me sens même particulièrement sensibilisée au sujet et je mesure la difficulté de parler de la mort et de la relation qu'on a aux personnes qui nous sont chères et qui sont mortes, aux personnes qui meurent en temps de coronavirus, et comme quoi, pour chacun, c'est une expérience tellement sensible, tellement à vif, tellement unique,
Donc, c'est vrai que j'ai l'impression que j'y vais un petit peu sur des œufs ou que j'ai conscience que je pourrais blesser quelqu'un. Donc, j'essaye vraiment d'apporter le regard que j'ai vu un petit peu, tout ce que j'ai pu réunir, tout ce que j'ai pu lire, des témoignages extrêmement sensibles, extrêmement touchants, qui m'ont conduit à vraiment vouloir vous en parler, en fait, à vouloir vous en parler. Ce qui m'a le plus frappé, c'est de voir le sentiment d'impuissance face à finalement des décisions gouvernementales qui ont été de nous arracher la façon que l'on a depuis des générations dans toutes sortes de traditions religieuses qui sont différentes d'un pays à l'autre, mais qui existent tous, qui est une tradition d'abord d'accompagner la personne qui est malade vers la mort, avec des traditions très différentes, suivant, par exemple, dans les rituels juifs, où on se met autour du mort et où on récite les psaumes, où on doit être au moins 10. Donc ça, c'est plus possible. D'autres rituels, d'autres traditions, et de voir à quel point, en fait, les personnes qui envoient quelqu'un à l'hôpital, ou la personne part à l'hôpital et puis elle ne s'en sort pas, il y a une sorte de... On se sent impuissant, peut-être loin, parfois en colère, triste, déçu de ne pas pouvoir témoigner. C'est comme une sorte d'énergie qui est bloquée, qui ne peut pas sortir, qui ne peut pas aller vers l'autre, aller vers la personne qu'on aime. Et c'est vrai que c'est choquant de penser que depuis des générations et des générations et des générations, je voyais que je reprenais, pour prendre les propos d'un philosophe italien qui s'appelle Giorgio Agamben, qui dit « Depuis Antigone à nos jours, suivant des traditions différentes, on a toujours rendu révérence à nos morts. On leur a accordé des rites funéraires, on leur a accordé la sépulture, on leur a accordé des veillées funéraires, des toilettes mortuaires, des funérailles. On a en fait, par les décisions qui ont été prises, on a un peu volé la sacralité de la mort. » Alors, c'est vrai que du coup, on peut se poser la question, et on n'a pas vraiment la réponse, comment on vit ce deuil alors que toutes ces traditions, en fait, ces traditions, elles sont là pour quoi? Elles sont là pour nous aider à se séparer de la personne. Elles sont là pour nous aider à réaliser, à prendre conscience que l'autre est mort, que la personne qu'on aime n'est plus là. Et j'ai entendu des mots très forts en écoutant des témoignages qui disaient le virus m'a volé la mort de mon père, des choses qui sont vraiment très très fortes. On sent que les gens sont vraiment très profondément affectés. Et il s'ajoute un sentiment de profonde culpabilité de ne pas avoir pu respecter la volonté du défunt, de ne pas avoir pu... un espèce de sentiment que les choses sont bâclées, que parfois il n'y a même pas de célébration, ou la célébration est reportée. On dit, je sais qu'en France c'est une option, on peut reporter la célébration à 6 mois, ou alors on a une célébration d'un quart d'heure, 20 minutes. Donc on a le sentiment, ces familles en tout cas témoignent d'un sentiment d'avoir un peu bâclé les choses et de ne pas avoir offert une mort digne à leurs proches. Alors, c'est vrai aussi qu'on peut souligner qu'il y a des élans assez extraordinaires de la part du personnel soignant et extrêmement touchants du personnel soignant qui se propose d'être le relais. Et d'ailleurs, on voit dans les hôpitaux des images de personnel soignant qui ont besoin de décharger toute cette énergie, de pleurer, de se libérer parce qu'ils ont tellement donné à ces familles. Ils font le relais pour transmettre les prières, pour transmettre les mots d'adieu, pour communiquer finalement ces émotions, ces sentiments qui ne peuvent pas être transmis directement. Alors, c'est vrai aussi que j'ai été aussi profondément touchée par un autre témoignage d'une femme qui, semble-t-il, son témoignage a vraiment couru Internet parce qu'elle en est il y a à peu près 1 million de vues, de cette jeune femme française qui dit qu'elle a été complètement bouleversée quand elle a dû communiquer « Ne venez pas, chacun chez soi, ne venez pas à l'enterrement de mon père », alors qu'elle disait « Mon père était une personne qui était adorée, l'église aurait été comble, il y aurait peut-être eu 1000 personnes. » Et là, elle devait transmettre ce message « Ne venez pas ». Donc, c'est vrai que du coup, on en arrive à quoi? À se dire que ce deuil, on va le vivre plus dans la solitude. Et
Et c'est complètement contraire aux rites. Les rites du deuil nous offraient au contraire la possibilité de partager, c'est-à-dire d'être ensemble, de s'embrasser, de se serrer, de partager, de manger ensemble, de même parfois rigoler ensemble après l'enterrement proprement dit, pour se libérer de toutes ces émotions. Donc on se demande, on s'interroge et on se dit, quand on est chez soi tout seul et qu'on vit un deuil, on est privé finalement de cette possibilité de libérer ses émotions par des étreintes. Et ça a fait écho un petit peu à ce que je vous avais dit ou ce dont on avait parlé au moment du couple, comme quoi quand on était en situation de stress, le fait de s'étreindre et ça relâchait des hormones qui nous permettaient de nous relâcher, de nous apaiser. Et c'est vrai que du coup, en discutant avec Corinne et Sophie, on s'est dit, mais il y a beaucoup de situations finalement où le sens, le toucher, on en a été privé. On en a été privé, on en est privé. Et c'est pas seulement dans le cadre des rites funéraires, par exemple toucher le cercueil ou embrasser nos proches à la sortie de l'église ou à la sortie de la célébration religieuse ou pas religieuse, ou à la maison tous ensemble ou en ayant invité d'autres gens. Mais se toucher, en fait, c'est ce sens dont on est privé aujourd'hui, dont on nous dit « Ah non, il ne faut pas l'utiliser, il ne faut pas toucher ». Et avec... donc, je voudrais passer la parole à Sophie parce que on s'est rendu compte qu'en fait, ça avait un impact dans d'autres domaines et on s'est demandé si, là aussi, peut-être c'était un deuil. Alors, c'est vrai que peut-être certains considèrent qu'on ne peut pas parler de deuil, mais alors, à ce moment-là, on peut peut-être parler de perte. Voilà. Donc, je voudrais passer la parole à Sophie qui va Merci Adélaïde, merci parce que tu as raison, effectivement, cette sens de perte du toucher, c'est en fait quelque chose de très très fort dont on n'a peut-être pas toujours complètement conscience. Parce qu'on ne peut plus effectivement s'embrasser. Hier, j'ai retrouvé 2 amis, mais je n'ai pas pu leur faire la bise. C'était serrer les mains des gens. Pour les couples, les jeunes couples, moi, les enfants, ados, ils ne peuvent pas trop se tenir la main en public, marcher l'un près de l'autre. Et en préparant ça, je me disais, il y a aussi quelque chose qui, moi, j'ai trouvé assez surprenant l'autre jour, c'est qu'on ne peut pas toucher les fruits, les légumes, comme on a l'habitude de faire. On ne peut pas parler avec la personne qui est de l'autre côté du comptoir. Donc, on est vraiment puté de ce sens de toucher, puis aussi un petit peu de la communication présentielle avec nos amis. Et ça, effectivement, c'est quelque chose de très, très inconfortable. Et ce sont des émotions qui ne sont pas très agréables et qu'on a parfois tendance à mettre de côté, cette espèce de sentiment de très, très grande tristesse, parce que nous devons faire aujourd'hui face à la perte de beaucoup de nos habitudes. Et donc, on a peut-être tendance à mettre ça un peu de côté, mais aujourd'hui, on a perdu quand même la liberté de pouvoir bouger. On ne peut plus se déplacer comme on l'entend, de se retrouver avec des amis, de faire des soirées entre copains, d'aller prendre un petit café quand on va poser les enfants à l'école ou d'aller déjeuner quand on travaille avec des amis. Les enfants ont perdu bien évidemment tous leurs repères par rapport à l'école, la récréation, les anniversaires. Donc les enfants sont dans une très 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 grande tristesse qu'ils ont du mal à exprimer. On ne peut parfois même plus toucher les animaux dans la rue parce que les gens reprennent leurs animaux, ont peur que ça passe par là. Pour certaines d'entre nous, c'est un peu difficile aussi de ne pas pouvoir aller chez le coiffeur. Il y en a certaines qui vont régulièrement faire des massages, se faire les ongles. Tout ça, ça a disparu et ça fait partie de nos quotidiens. Pour les hommes, c'est aussi un peu compliqué. Pour les hommes qui ne travaillent pas chez eux, normalement, il y a toute cette période où ils vont au lieu de travail, et pour les femmes aussi, bien sûr. Donc, on a perdu aussi cette habitude. Il y a aussi, alors ça, on en parlera aussi un petit peu plus tard, plus approfondi, mais tous pour certains, le travail, les contrats, voilà, il y a l'idée les pertes du travail. Corinne en parlera un peu plus tard, mais en fait, toutes ces pertes qu'on a aujourd'hui, qui peuvent sembler des petites pertes, nous font ressentir en fait les mêmes émotions que celles du deuil. En fait, aujourd'hui, on s'aperçoit qu'un rien ne peut nous agacer, on est tout le temps sous le choc.
Et on a du mal à reconnaître ce sentiment d'impuissance et de tristesse, parce qu'il y a aussi, avec ce sentiment-là, une espèce de sentiment de culpabilité. Parce que, alors surtout, effectivement, pour certains d'entre nous, finalement, on n'est pas si mal, on n'est pas si mal confinés. Les gens sont plutôt, effectivement, dans les 6-7 par rapport au baromètre. On ne peut pas trop se plaindre, on dit que ça n'a pas duré. Donc, on a aussi ce sentiment de culpabilité. Donc, on est un petit peu frustré parce qu'on s'aperçoit qu'on commence, comme l'a dit Adélaïde, à se sentir quand même très, très, très seul. Et ce qui devient aussi un petit peu compliqué, c'est qu'on n'en connaît pas la fin. On ne sait pas combien de temps ça va encore durer et quand est-ce qu'on verra la lumière au bout du tunnel. Donc, on a du mal à accepter cette nouvelle vie. Donc, ce qui nous a paru important en préparant cette réunion avec Adélaïde et Corinne, c'est de reparler un petit peu de différentes étapes du deuil que vous connaissez peut-être, mais on s'est redit que c'était pas mal de les rappeler parce que une fois qu'on en prend conscience et qu'on les comprend, ça peut peut-être nous aider aussi un petit peu à aller mieux. Donc, je rappelle aussi que toutes ces étapes du deuil, elles ne sont pas complètement linéaires et elles n'ont pas besoin de se dérouler toujours dans le même ordre. Ce n'est pas une carte, c'est un petit peu une espèce de colonne vertébrale de ce qui nous arrive dans les moments de deuil, de perte. Donc, il y a d'abord le déni. Au début, on se dit, bah non, moi, ça va pas m'affecter, c'est pas grave, c'est très, très loin. Au début, c'était en Chine, c'était hyper loin. Ensuite, il y a effectivement cette colère. Adélaïde, tu parlais tout à l'heure du fait que les gens ne peuvent pas effectivement aller enterrer les morts. Donc, il y a cette colère de ces gouvernements qui nous demandent de rester chez nous et qui nous privent de nos activités. On se dit après, bon, bah, peut-être que si je vais quand même sortir avec ma copine, mais que je garde un peu de distance, ça va aller mieux. Peut-être que ça va aller mieux, ça va régler le problème, puisque je suis en train de faire ce qu'on me demande. Et l'immense tristesse, on ne sait pas combien de temps ça va durer. Et finalement, on va être obligé de finir par accepter. Et c'est là où, comme peut-être vous pouvez l'imaginer, c'est que quand on accepte, c'est là où on a le pouvoir. C'est que on accepte que finalement, on n'a pas le contrôle. On accepte les choses qu'on peut faire, c'est-à-dire on peut se laver les mains, on peut garder la distance de sécurité, on peut travailler virtuellement, et ça, c'est les seules choses qu'on peut vraiment contrôler. On avait parlé un petit peu au début d'aide, de comment faire pour aller mieux, trouver une structure familiale, partager avec les membres de la famille, échanger avec nos proches. Mais en fait, on s'aperçoit aujourd'hui que ça suffit peut-être pas complètement et que ces émotions face à la perte sont en train un petit peu de prendre le dessus. Donc je pense, Corinne va un petit peu parler là tout à l'heure et je pense que Adélaïde va aussi en faire dans la conclusion, les choses qu'il faudrait faire, rester dans le présent, échanger avec les amis tant que possible, soyez surtout très très en empathie avec vous-même, soyez gentils, aimez-vous, ne restez pas, soyez vraiment en empathie, acceptez vos émotions comme elles arrivent. On a besoin de savoir en tant qu'être humain et de se sentir en sécurité et d'avoir des repères. Et là, tout ça est parti aujourd'hui, on est complètement incertain, on ne sait pas ce qui va nous arriver. Donc, il faut garder en tête qu'effectivement, nous sommes seuls face au deuil, comme tu disais tout à l'heure, Adélaïde, de personnes. En même temps, nous sommes très, très, très nombreux à traverser cette épreuve. Donc, je pense qu'il faut continuer d'essayer, ne pas avoir honte d'appeler ça un deuil, dire ce qu'il y a en nous, s'autoriser à pleurer, à s'énerver, c'est effectivement hyper difficile, hyper dur. Et on a souvent tendance à minimiser ce qui est en train de nous arriver. Nous-mêmes, là, j'ai partagé des expériences avec Corinne et Adélaïde sur des choses où je me disais, mais enfin, ça c'est un peu ridicule. Et en fait, prendre conscience du fait que les gens nous sommes tous dans des modes un peu de survie et que c'est comme ça que certains d'entre nous faisons pour passer au travers de notre deuil. C'est comme ça qu'on le gère et parfois c'est pas toujours très agréable ni pour les autres ni pour nous-mêmes. Donc je pense que c'est important d'en prendre note et d'avancer comme ça. Et en fait, je pensais tout à l'heure, donc tu l'as dit, hein, Corinne, il y a ce deuil par anticipation, qui est quelque chose dont certaines personnes avaient parlé la semaine dernière et nous demandaient un petit peu d'aborder. Donc, je vais te laisser en parler. C'est encore un autre phénomène, parce que le phénomène de la perte, on est là. Et puis après, il y a les pertes et le futur qu'on ne maîtrise pas du tout.
Voilà, donc Corinne. Oui, merci Sophie. J'ai vraiment bien aimé effectivement ces deux points de vue d'Adélaïde et le tien, perte. Et je voudrais aborder une autre sorte de perte qui est, on a appelé ça la perte par anticipation, c'est-à-dire que cette perte de tout ce qui était à venir, tout ce qu'on avait planifié, tout ce qui était dans notre agenda, comme si on avait un grand agenda et on mettait des grandes croix, ou là où il y avait des choses importantes qui allaient se passer, importantes ou moins importantes, ça dépendait un peu, et que finalement, on voit les jours de confinement qui augmentent, et on passe sur la croix, sur ce jour-là qui est important et qui, bon, finalement, ne pourra pas faire ce qu'on a envie de faire. Et là, c'est vraiment ce sentiment où cette crise va secouer profondément notre foi dans le système et notre compréhension du monde qui nous entoure. Parce qu'on a perdu toutes ces sécurités de base dont on avait parlé déjà beaucoup au premier webinaire. Et cette sécurité qui nous permettait aussi d'avancer et d'avancer, de prévoir des choses réjouissantes ou parfois moins réjouissantes, mais ça allait arriver et il y avait tout ce temps d'avant, puis il y avait le moment et puis il y avait le temps d'après où vous pouvez encore en parler un peu. Et c'est dans ce sens-là que ce deuil ou cette perte est vraiment spécifique parce que c'est un deuil, on pourrait appeler ça un deuil ouvert. C'est-à-dire que quand on a le deuil d'une personne, à un moment donné, le jour de la mort de la personne, ok, elle est factuelle. Par contre, là, dans tous les projets qu'on a, c'est un deuil ouvert, c'est-à-dire qu'on ne sait pas quand on pourra déplacer certaines choses, mais on ne sait même pas quand. Parce que c'est ça qui est très difficile à vivre maintenant, c'est ce temps de confinement qui augmente de plus en plus, et puis on parle de déconfinement, mais ce ne sera pas comme avant. Et donc, on ne peut pas du tout projeter nos projets. Et je crois que c'est ce manque de clarté qui peut parfois rendre la résilience dont on parle beaucoup, même parfois plus difficile. Et dans cette tempête, on est tous effectivement dans une tempête, mais je crois, comme Sophie et Adélaïde l'ont expliqué aussi, je crois qu'on est chacun sur des embarcations différentes. Et c'est sur le fait qu'on soit, on n'est pas tous les mêmes dans cette tempête, qui peut avoir, il peut y avoir des comparaisons parfois mal comprises ou mal dites, et que on ne comprend pas toujours les émotions peut-être très très grosses qu'il y a pour certaines personnes qui vivent des pertes qui nous semblent moins importantes ou pas. Et en même temps, il y a aussi des pertes très, très factuelles. Quand, par exemple, Sophie, tu parlais de gens qui perdaient leur boulot, eh bien, on pourrait dire que dans la perte de l'anticipation, c'est tous ces gens qui se disent, oui, mais j'ai entendu un ami ou un autre ami qui perd son boulot, et au plus ça dure, au plus moi, finalement, je suis à risque aussi. Et donc, pouvoir imaginer ce futur extrêmement angoissant de perdre son boulot ou bien et puis de retrouver son boulot dans quel monde, avec une récession quand même mondiale, comment est-ce que je pourrais trouver un boulot? Ou même moi j'avais des jeunes qui sortaient d'études brillantes qui me disent mais en fait moi je croyais qu'on allait venir me chercher et non, ça se passe plus comme ça, il y a vraiment des choses, donc c'est cette perte de sécurité qui arrive aussi et qui peut être difficile à gérer. Et alors aussi, ou bien même, un autre exemple plus physique, mais aussi parfois des gens qui souffraient et qui avaient en tête une opération qui devait venir et qui se disaient, ouf, là, ça va être le temps de la libération. Une fois l'opération, ça me rassurait. Et bien même ça, c'est mis plus loin. Et donc, c'est des situations vraiment difficiles où pour reprendre aussi peut-être ce qu'Adélaïde a dit, c'est important de pouvoir s'arrêter à ça et pouvoir se dire, mais en fait, c'est un deuil. Et quand Sophie vous parlait de tous les niveaux de deuil, toutes les phases de deuil, c'est par là qu'on peut passer aussi. Et pouvoir les accepter et pouvoir, si vous avez des gens dans ces situations-là, pouvoir leur écrire vraiment, dire je comprends ta douleur, parce que c'est vrai que c'est terrible comme situation. Et on n'a surtout pas de réponse. Il y a d'autres deuils dans le deuil d'anticipation qui font référence à tous les rituels. On a parlé beaucoup du rituel de la mort, de l'enterrement, mais il y a des rituels joyeux aussi, qui sont
qui marquent en fait dans la vie des moments très très importants. Je pense au baptême, je pense à des mariages, j'ai des nièces qui devaient se marier, des communions, des bar mitzvah. Il y a plein de choses comme ça et tous ces rituels sont dans une société extrêmement importante parce qu'elle crée une espèce de ce que Durkheim avait appelé l'effervescence collective. C'est-à-dire que le fait d'être ensemble, on augmente l'émotion et on le marque, je dirais au fer joyeux, les étapes d'une vie. Et ça nous est volé quelque part aussi. Et donc, comment est-ce qu'on pourra un peu négocier ces rituels pour quand même faciliter la transition? Parce qu'il y a quelque chose qui devra se faire, comme je pense dans des cas aussi que je vois chez moi, c'est même à niveau de l'école, il y a toutes les graduations, il y a toutes ces choses-là qui font, même les graduations, ou bien même des choses, il y a la perte de spectacles, on va voir les grands concerts, les grands festivals de l'été. Toutes ces choses-là sont vraiment des choses d'importance différente, mais qui nous font passer quelque part par tous ces stades différents et qu'il faut reconnaître. Et aussi qui peuvent pousser à certaines créativités par rapport à ça. On les perd, mais il y a plein de choses aussi qui viennent maintenant, quand vous lisez dans les réseaux sociaux, etc. Ce qui est formidable aussi, c'est que, comme le disait Sophie, c'est une perte qui est très importante pour nous. On est seul dans ce genre de situation, mais on a aussi une énorme communauté globale. Le monde vit la même chose, et donc les idées du monde viennent vers vous. Et comme j'avais des idées, même personnellement, il y a des amis qui ont réussi à faire une soirée dansante pendant plusieurs heures via Zoom. Alors, qui aurait cru que... et voilà, on a tous, parce qu'on est tous dans ce manque et dans cette perte, donc on a tous envie de trouver des créativités, de trouver des choses différentes pour qu'on puisse traverser cette crise qui, je le dis encore, elle peut être vraiment difficile, qui peut être aussi bénie pour certains, mais surtout dans ces moments importants de la vie, c'est là qu'on sent peut-être le manque. Donc voilà, je crois que on l'a dit encore, c'est qu'on repousse les choses et elles nous rendront peut-être beaucoup plus créatifs pendant la période de confinement, mais aussi par après. Et on vivra les choses différemment, on rendra beaucoup plus grâce d'être ensemble, ça c'est sûr, mais on aura vraiment d'autres rituels qui peuvent se mettre. Donc, voilà un petit peu ce que je voulais voir. Alors, je t'interromps un petit peu parce qu'on va peut-être prendre… Enfin, Catherine dit que en fait, elle pense que vu que tout le monde est en stand-by avec le reste du monde, ces pertes comme les graduations, les anniversaires sont peut-être mieux gérées. Et peut-être que c'est vrai, et ça fait partie de cette idée qu'on n'est pas seul, en fait. Et donc, c'est peut-être ça contribue. Maintenant, en même temps, ce qu'on se disait là tout à l'heure, toutes les trois, en discutant, c'est qu'on est chacun dans nos univers, qu'on peut nous partager. On a parlé un petit peu d'expatriation. Il y a des expatriations complètement différentes, des expatriations plus difficiles que d'autres. Et donc, on a chacun des réalités qui peuvent se regrouper ou pas et qui peuvent être acceptées. Si effectivement, ils sont plusieurs enfants à s'apercevoir qu'ils ne vont pas avoir la graduation, c'est nettement plus facile à gérer que s'il n'y en a qu'un. Ça, c'est évident. Dans toutes les recherches que j'ai faites pour préparer pour aujourd'hui, c'était assez intéressant de voir que dans tout ce qui était littérature française, documents français, etc., il disait, bon, votre vie est sur pause et puis faut l'avaler. Grosso modo, c'était un peu ça les messages. Et dans les Américains, le premier article que j'ai lu sur l'association au deuil et à toutes les phases du deuil, comme Sophie en a parlé, c'était David Kessler qui parle beaucoup du deuil. Et c'était intéressant de voir que cette apparenté que nous, on fait aujourd'hui, et donc qui est sans doute comme si nous, on avait été un petit peu influencés par la culture américaine, dans tout ce que j'ai trouvé dans les documents en France, il y en a très, très peu. On nous parle très, très peu des émotions qu'on peut ressentir face aux événements annulés, la colère, elle est plus dirigée contre le gouvernement et les décisions qu'ils prennent, etc., mais beaucoup moins par rapport à ce qui se passe dans le quotidien, parce que peut-être dans notre culture, quand il y a un obstacle, voilà, c'est un obstacle, c'est pas de notre faute, c'est comme ça, et puis il faut que… Donc c'était assez intéressant de voir les différences culturelles entre les deux. Effectivement, je crois que j'entends bien ce que Catherine a dit et merci de nous avoir apporté cet éclaircissement. Juste pour… en fait, le message est aussi de pouvoir se réapproprier finalement
ce qu'on est en train de vivre et pas le subir. Et je crois que quand on se le réapproprie et qu'on prend acte et qu'on accepte dans tous ces stades du deuil aussi, mais je crois que c'est surtout ça la grande différence. Et justement, on est tous dans une grosse tempête, mais les bateaux sont très différents sur lesquels on est. Chacun a un bateau extrêmement différent. Il y a des bateaux qui étaient déjà fragilisés avant et donc ça ne va pas aider. Il y a des bateaux qui étaient déjà très solides et ça va être... Donc on va en ressortir, mais le fait de pouvoir acter la façon dont on le traverse, et comme dit Sophie, on est beaucoup plus conscient de nos émotions pour le faire. Et c'est une grande richesse de pouvoir en être conscient, de les écrire, de l'accepter pour pouvoir traverser cette crise de façon positive. Parce que je crois qu'il y a tout à fait moyen aussi d'en retirer du bon par après. Est-ce que vous pensez que l'on doit aborder le travail du deuil différemment dans nos circonstances? Mais écoute, en fait, je pense que c'est une question pour laquelle on n'a pas la réponse aujourd'hui. Parce que justement, comme l'a dit Sophie, et je crois que Corinne l'a repris aussi, le deuil est un peu brouillé, c'est-à-dire il est plus compliqué. Ce que j'ai entendu d'un professeur de Columbia que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'elle disait, quand c'est un deuil entre guillemets normal, donc on a accompagné la personne, l'enterrement ou la cérémonie est une cérémonie qui correspond à nos rituels, et que nous-mêmes on va bien, donc c'est déjà beaucoup de conditions, c'est déjà beaucoup de conditions, que nous on va bien, on va avoir un processus de deuil qui va être à peu près classique, avec toutes des phases qui sont les phases que Sophie a rappelées, où il y a le déni, la tristesse, enfin Sophie les a rappelées, toutes ces phases, et ces phases vont se faire progressivement, naturellement. Aujourd'hui on sait que c'est rarement dans cet ordre-là, dans un ordre strict, il y a des allers-retours. Ce que disait ce professeur, donc, qui est vraiment spécialiste du deuil à Columbia, elle disait, en fait, là, c'est comme s'il y a plein d'interruptions dans le processus. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un processus classique, on a un processus plus compliqué parce que les différents éléments dont on a parlé, le fait de pouvoir être en contact avec les autres, qui est vraiment très rassurant dans le processus, ça, on ne l'a pas. Donc aujourd'hui, on ne sait pas vraiment, peut-être ça pourrait s'apparenter à d'autres deuils, dont toi tu as parlé aussi, Catherine, en parlant pendant la guerre, etc. Mais aujourd'hui, je dirais que, en tout cas, ce médecin disait, écoutez, je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que ça va être plus compliqué sans doute parce qu'il y a des interruptions dans les phases. Et elle insistait beaucoup, et je crois que j'ai l'impression de peut-être pas avoir insisté assez là-dessus, mais quand on est vulnérable et qu'on est isolé et qu'on est en deuil, on a tendance, quand on est submergé par des émotions négatives, c'est très très difficile de se connecter, parce qu'on pourrait dire prenez votre téléphone, appelez, etc. Donc c'est un peu de ça dont on parle. Donc comment on fait pour éviter l'isolement? On se dit, parce qu'en fait c'est ça la question qui pourrait aggraver le deuil, puisqu'on parle dans ces cas-là de dépression longue durée ou de dépression qui s'installe, qui sont très différentes du processus du deuil lui-même. Pour les éviter, c'est d'avoir plus de contacts, de recevoir des messages d'affection, d'être... et donc, c'est un petit peu comment est-ce qu'on rejoint les personnes qui peut-être vont être plus isolées dans le deuil, plutôt que de se retenir en se disant je ne sais pas si je vais les déranger ou j'ose pas l'appeler, etc. Finalement, se faire confiance sur l'énergie qu'on a en tant que personne qui veut aller vers l'autre, qui veut donner quelque chose. Parce qu'en fait, c'est plus facile d'aller vers l'autre que de demander et d'appeler. Quand on se sent en état de désespoir, on n'a pas du tout envie d'appeler ou de dire au secours, venez m'aider. Ils sont rares les gens qui font ça. Les personnes qui font ça, généralement, elles vont déjà mieux. Ceux qui vont vraiment mal, ils ont tendance à vraiment se refermer, etc., être coupés du monde. Donc là, ça, c'est un risque, évidemment. Mais je voudrais rajouter aussi, Adélaïde, excuse-moi, c'est qu'en fait, il y a deux, dans le processus du deuil, moi, j'aurais envie un petit peu de répondre différemment, en ce sens que je pense que oui, il faut prendre conscience que ce sont des petites pertes, parce qu'il y a un truc, et ça, les Américains sont très, très forts dans nommer le grief, justement, et il y a quelque chose qui s'appelle le complicated grief, qui est quelque chose qui vient se rajouter quand on est dans un processus de deuil mal géré.
C'est-à-dire que quand on rentre que dans le déni, où on se dit mais non, mais c'est pas grave, moi ça m'arrive pas, etc. Après, on peut tomber dans cette phase de complicated grief. Et il faut juste en prendre conscience. Donc, j'ai envie de dire, tout ce que tu dis, Adélaïde, est très vrai et c'est des des très, très bons outils. Mais il faut ne pas se nier le fait que si on est très short circuit là maintenant, si on se dit ben là vraiment ça m'agace, et c'est vrai qu'on est pour certains d'entre nous dans des situations extrêmement privilégiées, donc je ne vais pas me plaindre si le magasin où je devais acheter des plants de tomates, il y en a plus que 2 ou 3, mais j'ai eu moi-même cette réflexion par rapport à quelqu'un. Oui, la personne elle a le droit finalement d'être dans cette espèce de décalage parce qu'elle est en train de vivre son deuil de manière un peu, voilà, quand on perd quelqu'un, on a parfois tendance à faire des trucs complètement bizarres et parce qu'on a du mal à accepter que ça fait mal. Et le plus important, je pense, c'est qu'on a le droit de se dire qu'on est complètement confused, qu'on est extrêmement triste par rapport à toutes ces petites choses qui peuvent paraître rien du tout. Et j'entends ce que tu dis, hein, Catherine, par rapport à remettre en perspective. Il y a une chose, c'est remettre en perspective, mais on ne peut remettre en perspective qu'à partir du moment où on a accepté que ça nous faisait vraiment du mal et que ça nous rendait vraiment très tristes et qu'on était on ne contrôle rien et ça nous déstabilise en tant qu'être humain. Voilà donc ce que je voudrais dire par rapport à ce que tu dis, Adélaïde, à Monica, c'est que je pense qu'on a le droit de l'aborder parce que ce sont des deuils, ce sont des pertes. Il y a plein d'études qui montrent que même les enfants, quand ils perdent une toute petite crevette ou un petit machin, quand ils sont petits, c'est hyper important d'accepter, mais ce n'est pas tellement de vivre toutes ces étapes, c'est d'accepter que c'est en train de nous ronger de l'intérieur et qu'on ne sait pas trop ce qui nous arrive. Et donc, ça se répercute sur tous les autres domaines de notre vie et avec toutes les personnes qui sont autour de nous. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire par rapport à ça. Je vais peut-être rajouter dans ce processus, effectivement, que vous avez très merveilleusement décrit, Adélaïde et Sophie. Je crois qu'il y a une phase en plus, et surtout dans ces moments-ci, pour les deuils différents dont on a parlé, mais c'est l'acceptation, effectivement, et puis la prise de perspective, comme tu as dit, Catherine, elle sera possible aussi si on peut le mettre en perspective en leur donnant de sens. De pouvoir se dire, tiens, mais en fait, oui, c'est tout ce dont je dois me défaire ou je n'ai pas pu avoir, ou bien même la personne que j'ai aimée qui est partie, mais pouvoir, après ce processus de deuil, lui donner un sens. Mais finalement, c'était quoi? C'est vrai que c'est un truc mondial et donc le voir dans une évolution plus grande aide très très fort aussi à passer outre et puis à être plus créatif, à laisser de l'espace là, un autre espace, tout à fait un autre espace pour être plus créatif et pour pouvoir, je sais pas, comme l'exemple de l'anniversaire, très bien pour le mariage, effectivement, faire une cérémonie à deux, ou pour même, je ne sais plus si tu en as parlé, mais Adélaïde avait raconté une histoire aussi d'un enterrement qui s'était fait un peu dans la même chose, comme un drive-in, où les gens ont pu finalement se dire des choses, mais dans un setting complètement différent, qui a l'air aberrant, mais c'est cette créativité aussi qui va donner finalement cette créativité qui donne du sens à un événement totalement inattendu et totalement différent de notre normal d'avant, je voulais dire. Esther Perel, elle dit que simplement, quand on se dit, par exemple, ça nous mène vers une intense anxiété, de s'asseoir et d'écrire et de dire j'ai peur de quoi. Ça fait partie de comment je vais accepter que les émotions que je vis aujourd'hui, elles sont valables. Et peut-être qu'aujourd'hui, c'est la colère et demain, c'est autre chose. Et c'est ça qui va nous aider à passer. Alors, combien de temps ça va prendre? J'en sais rien. Et c'est très variable. C'est ce que je disais au départ. Chaque expérience est tellement unique et dépend tellement aussi de ta manière d'être résilient ou d'être moins résilient, et on n'est pas égaux devant la résilience. Il y a des personnes pour qui c'est beaucoup plus facile que d'autres et qui vont réussir assez rapidement à trouver ou à utiliser cette énergie à l'intérieur d'eux pour en faire quelque chose, soit par l'écriture, la poésie, la peinture, des tas de choses qui peuvent être artistiques ou qui ne le sont pas, ou communiquer avec les autres. Et c'est un petit peu... en fait, c'est un peu par là qu'on souhaitait terminer, de dire que j'ai écouté Boris Cyrulnik qui disait, en fait, il est nécessaire de parler, il est nécessaire de communiquer, il est nécessaire de parler des morts, de parler de ce qui se passe, de parler des personnes qui nous manquent,
et de communiquer, d'utiliser notre voix. Parce qu'il dit on ne peut pas utiliser notre toucher. Donc, c'est important d'utiliser notre voix, de communiquer avec les autres, de se sentir quelque part un peu dans l'action et dans l'affection. Il disait, utilisez votre affection, dites des « je t'aime » que vous n'avez jamais dit avant. Enfin, il insistait beaucoup à quelque part faire confiance à son cœur et parler avec son cœur pour communiquer avec les gens, pour sentir cette chaleur humaine qu'on ne sent pas à travers les embrassades, le toucher et tout ce qui nous a été un petit peu retiré. Et puis, suggérer également, bien sûr, la réflexion. Donc, la réflexion, ça peut prendre plein de formes. Ça peut prendre une forme de toutes les formes que vous connaissez, la prière, la méditation, plein d'autres choses. Mais utiliser ça comme un outil pour nous sortir un peu de l'état dans lequel on est, si on se sent complètement débordé, démuni, ou encore, si ça devient trop compliqué, peut-être faire appel à un professionnel si on ne s'en sort pas. C'est toujours une possibilité. Mais sinon, déjà, se faire confiance avec ce qu'on vit et accepter que quand on parlait d'acceptation, on ne va pas tomber dans l'acceptation tout d'un coup. Donc, l'acceptation, ça va être plein de phases. Toutes les phases que Sophie a décrites, ce sont des phases vers l'acceptation, mais on ne peut pas y aller d'un seul coup. Ça prend du temps pour les gens. Pour chaque personne, c'est différent, je crois. En fait aussi, tu as dit dans ta question, Catherine, quelque chose d'intéressant. Tu as dit on ne sait pas si c'est normal ou pas normal. Et en fait, je pense qu'il faut accepter que toutes ces émotions, il faut les accepter. Et après, pas les juger non plus. Parce qu'à partir du moment où on commence à les juger, à se dire non, je n'ai pas le droit de ressentir ça, c'est là où on rentre effectivement dans un phénomène de culpabilité. Et on se dit non, mais moi, je n'ai pas le droit, l'autre, il a perdu, l'autre, c'est plus grave, l'autre, c'est machin. Et ça, il faut qu'on vraiment se détache de ça et qu'on accepte les choses comme elles arrivent. Et à partir du moment où elles arrivent, on les nomme, c'est déjà une partie du processus qui est fait. Je ne sais pas ce que tu en penses, Corinne, mais on en avait parlé un petit peu. Je pense, vous en avez parlé toutes les deux quand vous aviez, tout au début, dans le tout premier webinaire que vous aviez fait sur le confinement seul, où je pense que vous aviez abordé ça, non? Il me semble. Oui, on avait abordé plus par rapport à cette angoisse et cette incertitude qui fissurait vraiment cette sécurité de base qui nous permettait d'avancer. On a beaucoup parlé de ce qu'on pourrait appeler en anglais le self-care. C'est vraiment comment faire attention à soi, ses émotions, parce que c'est la première étape pour être vraiment à l'écoute de l'autre dans sa difficulté. Donc, je ne peux pas écouter l'angoisse d'une personne, d'un ami qui justement est en train de perdre son boulot. Si moi, je suis déjà pleine d'angoisse, je ne serais pas l'écouter. Donc, c'était toutes ces premières étapes de pouvoir se poser, dire mais qu'est-ce qui m'arrive vraiment? Et je reviens, le petit baromètre du début était un bon début, et à partir de ça, pouvoir nommer les choses, mais vraiment un mot, dire je suis en déprime. En déprime, ça veut dire quoi? Et aller plus loin, essayer de nommer les émotions pour pouvoir après être vraiment conscient de ça, et puis une fois qu'on est dans l'acceptation, aller vers l'autre. Mais je voulais peut-être aussi pour terminer sur une note peut-être plus positive, et comme on a le temps, enfin certains ont beaucoup de temps, certains un peu moins, mais c'est une occasion, je voulais vous parler aussi d'une chose qui m'apporte beaucoup, moi aussi dans ce temps de confinement, c'est de pouvoir parler du bonheur, alors qu'on est vraiment, et terminer un webinaire sur le deuil en parlant du bonheur, c'est une façon aussi de pouvoir dire qu'il y a d'autres cheminements, et je vous conseillerais, si vous avez... en fait, c'est un cours qui a été donné par un professeur extraordinaire, Laurie Santos, de l'université de Yale. Et c'est le cours qui, au monde, a le plus été suivi. Et ce cours s'appelle La science du bonheur. Et c'est un cours, c'est 10 heures que vous pouvez mettre n'importe où. Enfin, il ne faut pas 10 heures en même temps. Vous faites 1 heure ici, 1 heure ici. Mais tout au long de ce processus, ça va vous apprendre énormément sur vous-même aussi, et sur quelles sont vos richesses que vous avez, et comment est-ce qu'on peut voir le bonheur différemment, parce que dans différentes situations, surtout dans des situations de perte et de deuil, on a tendance à se comparer parfois aux autres en disant mais soit c'est moins grave, soit c'est plus grave, et on oublie finalement de quoi on est constitué ici et maintenant, dans le présent. Et je vous invite vraiment à faire à suivre ce cours, parce que d'abord il va vous apporter beaucoup de bonheur,
Et puis surtout, vous allez en sortir très enrichi par rapport à toutes les ressources que vous avez en vous-même et qui, à mon avis, sont très nécessaires dans ce temps de confinement. Voilà, c'est comme ça que c'est ce que je voulais peut-être apporter aussi comme note positive dans cette dernière session. Le nom du prof, demande Catherine. Le nom du prof, c'est Laurie Santos. Oui. Et c'est l'université. Vous tapez juste. Ah oui, pardon, c'est en anglais. C'est juste. Voilà. Vierne, c'est ça? University of Vierne. C'est Science of Wellbeing. Elle est de l'université de Yale. Ouais. Et en fait, c'est un cours qu'elle donne à tous des étudiants. Et le cours est filmé. Et alors, il y a des devoirs, il y a des lectures. C'est extrêmement intéressant. Ok. Et ça Adélaïde, tu voulais rajouter quelque chose? Je voulais juste dire qu'il y a au milieu de tout ça, il y a vraiment des très belles choses. Et aujourd'hui, j'ai été touchée de voir que la Grace Cathedral propose a proposé en accord avec d'autres églises. Alors j'espère ne pas me tromper. Je sais qu'il y a 2 églises juives, une libérale et une moins libérale, l'église orthodoxe de San Francisco, et puis des mouvements non religieux aussi qui sont des mouvements d'equity et qui acceptent la diversité, etc. Donc différents mouvements qui se sont tous mis ensemble pour proposer que ce soir à 7h du soir, on allume une bougie chacun chez soi. Donc c'est à l'initiative de l'église anglicane. Donc ça a commencé en Angleterre et ça parcourt tout le monde entier. Donc certaines églises offrent ça comme une initiative pour toute la communauté des gens qui les entourent, et c'est un mouvement œcuménique et qui s'ouvre aussi à des communautés non religieuses. Voilà. Je vois ça dimanche. Moi, je le vois sur leur... Ah, c'est dimanche. Je l'ai mis sur mon Facebook, en tout cas. Je l'ai mis sur mon Facebook. Ben, c'est le dimanche 26 à 7h. D'accord. Donc voilà, donc ça je pense qu'effectivement, voilà. Donc si vous voulez aller effectivement sur le Facebook d'Adélaïde ou la Grace Cathedral, et vous aurez l'information. Donc voilà, il y a plusieurs initiatives aussi très très positives. C'est l'effervescence collective qui donne aussi beaucoup d'idées, de créativité, de support l'un à l'autre. Je crois que c'est ça qui va surtout ressortir quand on sortira de cette période. C'est la richesse de ce lien finalement et le fait de pouvoir aider et soutenir les personnes en difficulté ou moins en difficulté. Et c'est ce partage d'idées, d'actions, de concerts. Enfin, il y a plusieurs choses et je crois que c'est ça surtout qu'il faut retenir aussi de ce Covid. On arrive à la fin de ce groupe de webinaires, de notre 4 webinaires qu'on a fait. Je ne sais pas si vous voulez peut-être rajouter quelque chose avant qu'on termine, mais en tout cas, moi, je voulais vous remercier toutes et toutes, de nous avoir suivis, aussi vous que je ne vois pas maintenant, parce que je sais qu'il y a énormément de gens qui le voient sur YouTube et surtout qui le partagent autour d'eux. Donc, merci beaucoup de faire partager ce message qu'on vous a donné sur les 4 webinaires. Et je vous souhaite surtout un confinement, comme on dit en anglais, healthy and happy. Merci à toutes en tout cas d'avoir participé, d'avoir été là chaque fois, parce que je crois que toutes les 3 vous étiez là chaque fois. Donc merci de votre participation et je sais pas, c'était une expérience très spéciale de faire ça avec vous et de se plonger un petit peu dans qu'est-ce qui pouvait se passer pour les uns et les autres et d'essayer de communiquer avec notre cœur et notre expérience. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à toutes. Au revoir. Merci. Ciao, ciao. Au revoir.